Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans l'intimité d'une œuvre qui va vous faire découvrir un des tableaux des collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je suis Corentin Dury, conservateur du patrimoine chargé des collections anciennes à Orléans. Dans cette vidéo, non pas des peintures, mais deux verres translucides coulés et moulés représentant le portrait de profil de Louis XIV et créé entre 1687 et 1695 par Bernard Perrault. Bernardo Perotto naît en 1640 à Altare, une ville du nord de l'Italie, près de Savona, extrêmement proche de Nice. La ville est réputée pour ses maîtres verriers et de très nombreux artisans et artistes se sont déjà expatriés dans de nombreuses villes d'Europe afin de diffuser la technique du verre propre à ces maîtres italiens. On retrouve d'ailleurs, dès les années 1640, Giovanni Castellano, devenu Jean Castellan, un oncle de Bernard Perrault, installé à Nevers. Et en 1647, Perrault lui-même décide de se rendre en France et il récupère alors le privilège royal qui court tout le long de la Loire que Jean Castellan possédait. C'est donc le début de la production de Bernard Perrault qui deviendra le plus grand maître verrier pour la France du XVIIe siècle. Bernardo Perotto, devenu Bernard Perrault, s'installe à Orléans et fixe son atelier pour toute la durée de sa vie et toute la durée d'activité de ce dernier, à côté de Notre-Dame de Recouvrance, que vous voyez ici sur un plan d'Orléans datant du XVIIIe siècle. Orléans offre de nombreux avantages à un jeune maître verrier qui souhaite développer son activité. En effet, on peut d'une part se fournir très facilement en bois, mais aussi en sable, ce dernier étant l'élément essentiel pour pouvoir créer du verre. Mais autre avantage, la ville d'Orléans est extrêmement proche de Paris. C'est le dernier port lorsque l'on remonte la Loire en direction de Paris. C'est ce qui d'ailleurs fait une grande partie de la richesse de la ville tant au XVIIe qu'au XVIIIe siècle. Et donc cette proximité-là permet à Bernard Perrault d'installer une boutique en plein cœur de Paris, sur le quai de l'Horloge, au nord donc de l'île de la Cité. Vous le voyez ici sur un plan de la ville. Grâce à la visibilité que cette boutique donne aux créations de Perrault, ce dernier devient la coqueluche du tout Paris où l'on essaye toujours de se fournir les nouvelles inventions de ce cher monsieur Perrault. On retrouve donc les petits flacons de poche, mais encore des brocs ou aussi des chandeliers. Et Bernard Perrault développe vraiment une activité très importante, notamment dans les arts de la table, qui sont très reconnus jusqu'à la cour. Reconnaissance qui va très loin puisque Perrault attire l'attention de nombreuses personnes tant en France qu'à l'échelle internationale. Rappelons qu'en 1678, il a l'opportunité de rencontrer John Locke. En 1686, lors de l'ambassade du Siam en France, l'ambassadeur du Siam lui-même décide de se rendre à Orléans pour visiter l'atelier de production de Bernard Perrault. Et localement, rappelons aussi qu'en 1689, Bernard Perrault fournit les deux roses du transept de la cathédrale Sainte-Croix. Tout cela souligne donc l'importance de l'atelier de Bernard Perrault et surtout de ses inventions. Citons l'une d'entre elles, le rouge translucide, un verre extrêmement difficile à obtenir. Vous le voyez dans ces différents objets. Et cette technique, à elle seule, fait la renommée de Bernard Perrault. Mais le maître verrier ne s'arrête pas à cette simple invention. En plus de très nombreuses innovations, que ce soit l'émail ou encore l'imitation de porcelaines orientales ou de pierres dures, l'invention qui nous occupe aujourd'hui, c'est celle du verre coulé en table. Jusqu'à présent, le verre, par exemple des miroirs, était obtenu grâce à une technique du soufflage, le sous-verre étant soufflé à l'aide d'un manchon de manière relativement similaire à ce que l'on peut faire par exemple pour une bouteille. Vous voyez ici deux images de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert du XVIIIe siècle où l'on voit donc la mise en œuvre de cette technique extrêmement complexe et qui contient des limites puisqu'il n'est pas possible de souffler une surface plane trop grande. Or, Bernard Perrault s'attaque à l'invention d'une nouvelle technique qui va permettre de dépasser cette question de dimension. La taille traditionnelle des miroirs, notamment vénitiens, est dépassée par Bernard Perrault grâce à la technique du verre coulé en table. Pour cela,
Perrault met en place un procédé qui utilise une cuvette dans laquelle se trouve le verre fondu. La cuvette, une fois que le verre est parfaitement fondu dans le four, est retirée de ce dernier et immédiatement suspendue au-dessus de la table à couler. C'est ce que vous voyez dans ce dessin anonyme du XVIIIe siècle. Le verre fondu, à plus de 1000 degrés donc, est alors versé à l'aide de la cuvette sur la table à couler qui est juste en dessous. Des réglettes maintenues par des ouvriers de chaque côté permettent d'assurer que le verre ne se répande pas de partout sur la table, mais garde bien la forme souhaitée. Et au fur et à mesure que le déversement se fait et que les dernières impuretés sont retirées par des ouvriers, un rouleau est alors passé pour pouvoir laminer le verre. Une fois cette opération complètement terminée et que la cuvette a été totalement vidée sur la table, il faut alors passer la grande plaque de verre à l'intérieur d'un four à recuire appelé la carquaise. Cette technique est expliquée en détail dans une vidéo faite à l'occasion de l'anniversaire de la manufacture de Saint-Gobain. Nous vous en mettons le lien ci-dessous si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur cette technique du verre coulé en table de Bernard Perrault. La technique est immédiatement remarquée dans le Mercure galant de mars 1687. Une lettre de M. Comier fait état des dernières inventions de M. Perrault, intendant de la verrerie royale d'Orléans. Et l'auteur du Mercure galant de décrire: en attendant, voici du même Perrault une chose plus belle et plus utile au sentiment même de plusieurs personnes de la cour qui ont du goût pour les beaux-arts et à qui il a fait voir son travail. Il coule en moule toutes sortes de verres en table de la grandeur et de l'épaisseur qu'on veut. Il les rend creuses et y représente des bustes, médailles, histoires, chiffres, armoiries, devises, inscriptions, épitaphes et toutes sortes d'ornements et ouvrages d'architecture. Ces ouvrages ont cet avantage qu'autant que les figures en creux y sont profondes, autant elles se jettent en dehors et paroissent de relief sur les surfaces planes de ces tables de verre. Et si ces figures sont peintes par un habile homme, et avec des couleurs vives, ces couleurs étant jointes au relief, les font paroître naturels, bien que la surface soit toute plane, ce qui trompe agréablement ceux qui y portent la main. Et cet auteur même de continuer avec des remarques d'ordre plus matériel concernant la conservation et le nettoyage de ces objets. En effet, il signale: vous jugez bien que tout ce qui sera représenté en creux dans ces tables de verre, étant enchâssé du côté du creux jusqu'à leur surface plane dans le marbre, la pierre ou le bois, ne pourra être encrousté par la poussière mêlée avec l'humidité, ni rempli par cette même poussière comme les ouvrages qui sont d'une autre manière. Et il ne sera tout au plus besoin que de passer un linge par-dessus pour ôter la poussière qui les pourra couvrir sans les toucher à cause de la surface plane qui les couvre. Tout est donc admirable dans cette nouvelle technique, tant sa nouvelle mise en forme, mais également ses créations superbes qui sont décrites jusque dans le Mercure galant, dont l'entretien est également des plus simples et la conservation garantie et assurée. Bernard Perrault, conscient de l'importance de la diffusion de l'image du roi, que l'on voit ne serait-ce que dans les collections du musée d'Orléans, extrêmement riches et extrêmement denses. Vous voyez ici s'afficher sur l'écran une sélection de toutes ces œuvres représentant Louis XIV. Perrault, donc, de manière intelligente et très commerciale finalement, décide de créer des médaillons représentant Louis XIV et bien sûr le duc d'Orléans. Bernard Perrault, très astucieux, décide que pour faire connaître sa technique et favoriser l'obtention d'un privilège royal, qu'il obtient d'ailleurs en 1688 pour son invention, Bernard Perrault donc décide de lancer sa technique avec 3 moules, 2 représentant Louis XIV et 1 représentant le duc d'Orléans. Aujourd'hui, un certain nombre d'exemplaires ont survécu.
Deux, exceptionnellement, sont conservés au musée d'Orléans. Le premier est offert en 1828 par le maître serrurier Dufresne, à un moment où les Orléanais sont largement sollicités par le musée pour offrir une partie de leur collection au musée qui vient alors d'être ouvert. Et le deuxième, après avoir été très généreusement déposé pendant un temps dans le musée d'Orléans à l'occasion de la réouverture et du réaménagement des salles dédiées au XVIIIe siècle, voilà que cet objet, qui était déposé donc depuis 2018, a pu en 2019 être acquis par la ville d'Orléans, et le voici donc rejoindre les collections du musée. Parmi les autres exemplaires connus, un est conservé aujourd'hui à la manufacture de Saint-Gobain, héritière de la manufacture des glaces créée par Colbert en 1665. Et d'autres sont connus notamment sur le marché de l'art, un représentant Louis XIV, l'autre représentant le duc d'Orléans, et enfin un dernier appartient aux collections du musée du Louvre. Bien que le plus souvent identifié comme Louis XIV, il est probable que ce médaillon en réalité représente lui aussi le duc d'Orléans. L'un des deux médaillons orléanais est laissé avec son verre translucide extrêmement simplement dans un cadre fort élégant. Le second, par contre, montre cette variante que vous avez vue décrite dans le Mercure galant, à savoir l'ajout de peinture pour donner un effet à ce relief encore plus fort. En plus, il faut imaginer que les arrière-plans pouvaient être travaillés. Ici, il y a des arrière-plans neutres aujourd'hui pour les deux médaillons d'Orléans, mais bien sûr, ce dernier pouvait être davantage traité avec un miroir ou encore des matériaux précieux. Les deux médaillons d'Orléans sont datés précisément entre 1687 et 1695. Pourquoi une telle certitude? Perrault invente la technique du verre coulé en table permettant leur création en 1687. Il obtient un privilège royal et un privilège du duc d'Orléans en 1688. La production initie ainsi son existence à ce moment-là. Il produit alors, durant toute la fin des années 80 et le début des années 90, ce type d'objet à partir des trois moules qu'il a créés et que nous avons déjà mentionnés, l'un pour Louis XIV et l'autre pour le duc d'Orléans. Cependant, très rapidement, la cour s'intéresse à la technique et surtout la manufacture des glaces créée en 1665, qui depuis les années 1690 a été installée à Saint-Gobain. Vous en voyez ici les vestiges aujourd'hui conservés. Cette manufacture, malgré le privilège accordé à Bernard Perrault, décide de passer outre et en 1689 produit alors des verres suivant la même technique que Bernard Perrault a mis au point. Ce dernier, avant de cette production, fait valoir son privilège et la manufacture est alors contrainte de s'arrêter et de cesser sa production de verres coulés en table. Perrault peut alors reprendre son activité sereinement, mais malheureusement, un privilège royal n'est accordé que pour une certaine durée. À la fin de la période du privilège accordé à Perrault, la manufacture royale n'hésite pas à faire pression sur la cour pour que le délai supplémentaire demandé par Perrault sur son invention lui soit refusé, et même pire, la manufacture, par les pressions qu'elle émet, réussit à obtenir que l'atelier de Perrault soit saisi, que Orléans soit ainsi dépouillé de tous ses outils permettant de créer du verre coulé en table, et Perrault perd ainsi complètement le privilège et la possibilité même de produire ces objets dont il a pourtant été le père. Perrault tente alors de s'opposer à cette injustice, cependant le pouvoir de la manufacture des glaces est beaucoup trop grand, et rapidement il se rend compte qu'il faut abandonner tout espoir du côté de la technique du verre coulé en table, finit par céder et à obtenir en 1696 une rente à vie lui permettant de compenser quelque peu les pertes liées à la saisie finalement de cette invention, et il revient à une activité plus traditionnelle avec les autres inventions qui ont fait sa célébrité et qu'il utilise jusqu'à la fin de sa vie.
Cette histoire de la technique du verre coulé en table, née à Orléans, ne peut que rendre plus important ces 2 médaillons extrêmement bien conservés que le musée d'Orléans a pu acquérir au fil des années. Ces 2 objets sont donc le témoin de l'importance d'une manufacture de verre orléanaise et également les témoins d'une production qui n'a existé finalement que durant 8 années et dont très peu d'exemplaires est aujourd'hui conservé. Bernard Perrault est donc une figure essentielle de la production artistique française et même européenne du XVIIe siècle, et ses héritiers vont maintenir cet héritage à travers les autres techniques que celle du verre coulé, qui, elle, a rendu célèbre, bien sûr, la manufacture de Saint-Gobain.